Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne BEM TV avec une nouvelle séquence sur la méthode potentielle tâche. Aujourd'hui, je vous propose la correction de l'exercice 2 qui est déjà traité, ou l'a déjà exposé au niveau de la vidéo précédente. Alors, l'exercice est comme suit. Alors, soit le projet suivant. Le projet est constitué de plusieurs tâches de A jusqu'à J. Il y a des prédécesseurs, des durées, et on va chercher les relations DD. D'accord? Alors, il y a un certain nombre de questions, d'accord, qu'on va essayer de traiter ensemble. Alors, commençons par la première question, qui est expliquer l'utilité des plannings dans les chantiers. Voilà. Alors, comme vous le connaissez bien sûr, les plannings jouent un rôle très important au niveau des chantiers. Alors, chaque responsable de chantier doit avoir son propre planning des travaux. C'est pour pouvoir de contrôler son délai, d'accord? Parce que les délais, on doit le respecter pour éviter, bien sûr, de payer des pénalités et tout, d'accord? Ensuite, de contrôler le retard par tâche au cours de l'exécution. Si jamais une tâche est en retard, donc on peut y remédier, donc on peut trouver des remédiations et des modifications, des accélérations, d'accord, pour corriger le problème. Elle permet également de bien gérer votre fourniture, de bien gérer vos ressources, d'accord, de ressources que ce soit matériel, que ce soit main-d'œuvre, que ce soit matériaux et tout, d'accord. Et elles permettent également de bien suivre l'avancement des, des travaux. D'accord? Donc, en gros, c'est l'utilité des plannings au sein des chantiers. D'accord? Passons maintenant à la deuxième question qui est déterminer les contraintes des sachant que la tâche G ne peut commencer qu'après l'exécution de 50% de la tâche A. Ça veut dire quoi? Qu'ici, la tâche G ne peut pas commencer qu'après la réalisation de la moitié de la tâche A. Et puisque la tâche A dure combien? Dure 8 jours, d'accord? 50% c'est équivalent à 4 jours de retard. Automatiquement ici, on peut dire que la relation, c'est DD4. D'accord? Voilà. La deuxième phrase, le début de la tâche H est décalé de 3 jours minimum du début de la tâche G. Ça veut dire qu'il y a un décalage de 3 jours entre le début de G et le début de H. D'accord? Donc ici, c'est équivalent à dire qu'il y a une relation DD3 entre G et H. Alors G précède H avec un DD3. Alors, on vous dit également, en plus, la tâche H peut commencer 2 jours avant la fin de B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tâche H ne peut pas commencer qu'avant la fin de B de combien? De 2 jours. Donc, c'est un FD-2 à convertir en DD. Donc, c'est un DD7. Puisque la durée de B, c'est quoi? La durée de B, c'est 9. Moins 2, c'est 7. Donc, ça donne un DD7. D'accord? La phrase suivante vous dit les autres contraintes et le reste des contraintes sont à déterminer sachant qu'une tâche ne peut commencer qu'après la fin de ses prédécesseurs. Donc ici, chaque tâche ne peut pas commencer qu'après la fin de ses prédécesseurs. Donc, par défaut, c'est FD0. FD0, si on veut la convertir en DD, donc on va faire, c'est le DD, la durée de la tâche précédente. D'accord? DD, la durée de la tâche précédente. Alors, commençons par la tâche A. Elle est précédée par E et F. Elle est précédée par E et F. Donc, il s'agit ici, c'est un DD, la durée de E. La durée de E, c'est 7. Donc, c'est un DD7. La deuxième, c'est un DD9, un DD9 parce que, un DD4 plutôt, parce que la durée de F, c'est quoi? C'est 4. D'accord? Pour la tâche B, elle est précédée par F avec un DD4 parce que toujours F dure combien? Dure 4 jours. Pour le C et le D, ils n'ont pas de prédécesseur, donc il n'y aura pas de relation. Pour le E, c'est DD2 puisque la durée de D, c'est 2. Pour le C, c'est DD3
Le 3, le F, c'est DD3, puisque la durée du C, c'est 3. D'accord? Le I est précédé par H avec un DD4 et le G sera précédé par B avec un DD9. Voilà en général donc la correction de la première et la deuxième question. D'accord? Alors maintenant, on va se baser sur ce tableau d'ordonnancement pour planifier le projet avec la méthode potentielle tâche. Alors, on commence maintenant, on va enchaîner maintenant avec la détermination des niveaux. Détermination des niveaux. Alors, comment on procède pour la détermination des niveaux? D'abord, on trace un petit tableau de deux colonnes, de deux lignes plutôt, la ligne des niveaux, la ligne des tâches. D'accord? Alors, comment on procède? On commence par déterminer le premier niveau. Alors, le premier niveau consiste à classer les tâches qui n'ont pas de prédécesseur. Alors, les tâches qui n'ont pas de prédécesseur vont être classées le premier niveau. Alors ici, on a C et D. On a C et D n'ont pas de prédécesseur. Ce sont les tâches qui vont être classées au premier niveau. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la colonne prédécesseur, d'accord? On va aller à la colonne prédécesseur et on va barrer. On va barrer C et on va barrer D. Là où il y a C qui est déjà classé, je vais la barrer. Là où il y a D, je vais la barrer. Alors, on va faire ceci. Voilà, on va barrer le D et le C. On va remarquer que le E et le F vont se libérer et non plus de prédécesseurs. Alors, comme vous voyez ici, alors le E et le F et non plus de prédécesseurs, ce sont les tâches qui vont être classées le niveau suivant, à savoir le deuxième niveau. On va faire le même travail pour le niveau suivant. Alors ici, on va barrer le E et le F dans la colonne prédécesseur. Là où il y a E, on doit la barrer. Là où il y a F, on doit la barrer. Alors, quelles sont les tâches qui vont se libérer maintenant? Alors, on va remarquer que la tâche A et B vont se libérer en même temps. Donc, on va classer le A et le B. D'accord? Ensuite, on va passer à la recherche de quatrième niveau. On va barrer le A et B partout dans la colonne prédécesseur. Alors, il y a un A ici, B et B. Donc, on va les barrer comme ça. D'accord? Maintenant, on a barré le A, le B. Alors, on remarque que le G va se libérer, le J également va se libérer, mais le H n'est pas encore libre. D'accord? Il est encore retenu par le G. D'accord? Donc, ici, on va seulement classer le G et le J. D'accord? C'est le quatrième niveau. On passe maintenant à chercher le cinquième niveau de la même méthode. Donc, on va barrer G, on va barrer J, d'accord? On remarque que le H va se libérer. Même chose, maintenant, on va barrer le H et le I va se libérer. Voilà donc les niveaux de cet exercice. Alors, on peut encore ajouter des petites flèches pour symboliser un petit peu les relations entre les tâches. D'accord? Alors, comme ça. Donc, par exemple, ici, vous avez F est précédé par C, vous avez E est précédé par D, B est précédé par F, E et F précèdent A, B précède J, le A précède G, le H est précédé par B et G, le I est précédé par H. D'accord? Donc, voilà donc les niveaux de cet exercice. Alors ensuite, on va maintenant passer au traçage de réseau potentiel tâche. Alors, comme on l'a vu au niveau des vidéos précédentes, il suffit de suivre quoi? De suivre les niveaux déjà déterminés. Voilà. Donc, le réseau potentiel tâche est le suivant. Alors, on commence par un jalon début. Alors, le premier niveau, il est là. Le deuxième niveau, il est là. Troisième niveau, quatrième niveau, cinquième niveau, sixième niveau et le jalon fin. Et ici, vous avez la légende avec laquelle on a travaillé. Alors ici, c'est le nom, durée, début actif ou bien début au plus tôt, début tardif ou bien début au plus tard, fin active et fin tardive. D'accord? Alors, en bleu, ce sont les débuts actifs. D'accord? Donc, comment on fait les calculs? Juste pour vous rappeler un petit peu, si vous avez des lacunes
à ce niveau-là, vous pouvez consulter les vidéos précédentes qui traitent la méthode. Alors, on commence par le jalon début, 0, d'accord, ici. 0 plus 0, c'est 0, d'accord. Ici également, 0 plus 0, c'est 0. Alors, pour le niveau suivant, alors, par exemple, pour le F, ça sera 0 plus 3, ça vous donne 3. Ici, 0 plus 2, ça vous donne 2. D'accord? Pour le B, par exemple, on va prendre 3 plus 4 au niveau de la contrainte, ça vous donne 7. Et pour le A, vous avez deux entrées, on va comparer et prendre le max. Alors, on va prendre 3 plus 4, c'est 7. On va prendre 2 plus 7, c'est 9. Donc, le maximum, c'est 9. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de quoi? Du traçage. Après, on va faire le retour en arrière. On a 23, c'est la durée du projet. Après, on va faire le retour en arrière pour trouver les débuts tardifs. Par exemple, pour trouver ce 20-là, on va faire 23 moins 3 égale à 20. Ici, 20 moins 4, c'est 16. D'accord? Et ici, au niveau de B, par exemple, vous avez deux sorties. Donc, on va prendre le minimum. D'accord? On va faire quoi? 21 moins 9. 21 moins 9, c'est combien? Donc, c'est c'est 12. Et on va faire 16 moins 7, c'est quoi? C'est 9. Le minimum, c'est 9. Donc, ici, on va trouver le, le 9. Donc, en gros, ce sont les méthodes de calcul par la méthode potentielle tâche. Ensuite, on vous demande de quoi? De déterminer le chemin critique et la durée du projet. Alors, le chemin critique consiste à chercher les tâches qui ont DH égale à DT. Alors, on remarque ici, vous avez ici D, 0, 0, vous avez E, vous avez A, vous avez G, vous avez H, vous avez I. D'accord? Voilà le chemin critique de cet exercice. Et la durée, bien sûr, c'est 23 jours. La suite consiste à déterminer les marges maintenant. Alors, pour les marges, vous avez ici, pour C, alors, qui n'est pas critique, alors, la marge totale, c'est quoi? C'est 2 moins 0. C'est 2 moins 0. C'est dt moins dh. C'est début au plus tard moins le début au plus tôt. Même chose pour F, par exemple, 5 moins 3. Pour B, c'est 9 moins 7. Ainsi de suite. D'accord? Pour la marge libre, on va appliquer la relation qui consiste à calculer la marge libre dans le cas des contraintes DD ou bien de relations DD. Si vous avez des problèmes à ce niveau-là, vous pouvez consulter la vidéo qui concerne la méthode potentielle de jour. D'accord? Je prends un exemple. Pour C, comment on calcule la marge libre? On prend 3 moins 0. D'accord? Pour par exemple B, on va prendre quoi? 16 moins 9 moins 7. D'accord? Pour J, d'accord? On va prendre 23 moins 2 moins 16. Ça vous donne 5. Voilà en gros comment on calcule les marges. Si vous avez des problèmes, vous pouvez laisser des messages, des commentaires. Comme ça, je peux vous proposer d'autres exercices qui explicitent en détail le calcul des marges ou bien les calculs au niveau de la méthode, potentielle tâche. L'étape suivante, c'est la construction du diagramme de Gantt. Et donc, ça constitue, on va reconstituer les résultats de potentielles tâches sous forme de diagramme. D'accord? Alors, on trace pour chaque tâche, d'accord? La date de début, date de fin. Alors, pour A, par exemple, pour A, on va chercher le A ici. Le A va commencer à l'instant T égale à 9 et va se terminer à l'instant T égale à 17. Alors, l'instant T égale à 9, elle est là. C'est la fin du 9e jour. Attention, l'instant T égale à 9, c'est la fin du 9e jour jusqu'à la fin du 17e jour. Donc ici, de 9 jusqu'à 17 pour A. Pour B, par exemple, pour B, ça commence 7 à l'instant T égale à 7 et ça se termine à l'instant T égale à 16 parce que 7 plus 9, c'est 16. 7 plus 9, c'est 16. D'accord? Alors, ça commence à l'instant T égale à 7, c'est-à-dire quoi?
c'est la fin du 7e jour. Ça se termine à la fin du 16e jour. Ainsi de suite pour les autres quoi? Les autres tâches. Voilà donc le traité de cet exercice. J'espère que vous avez bien retenu les règles de calcul liées à la méthode potentielle tâche. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de me contacter de forme de commentaire ou bien voire même par mail que vous pouvez trouver au niveau de la description. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouvelles capsules vidéo que je vais lancer. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au niveau de la prochaine capsule. Merci.